commencer parce que nous avons un groupe d'étudiants qui sont obligés de nous quitter à 11 heures parce qu'ils doivent composer. Et puis il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit que l'horaire ne leur permet pas de rester jusqu'à midi. Donc on va commencer tout de suite. Tant pis pour les retardataires. Je vais vous présenter rapidement Khawla Madri, qui est chercheur au centre, chercheur, on dit aussi. Voilà, ça se dit ici. Professeur, on ne dit pas professeuse. Elle est chercheuse au centre de recherche, d'études, de documentation et d'information sur les femmes en Tunisie. Et elle est assistante à l'Institut de sciences humaines à l'Université de Tunisie, où elle assure des cours de sociologie. Elle parlera mieux de ces cours que moi, si vous avez envie de connaître Khawla. J'ai eu le plaisir et l'honneur de l'accompagner pendant ma délégation CNRS à l'IRMC, à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain en Tunisie, pendant ces années pour l'aider à terminer sa thèse, qui, comme vous voyez le titre, port du voile, représentation et pratique du corps chez les femmes en Tunisie. C'est la sociologie du corps. Alors, très important de préciser tout de suite, Khawla ne s'est pas intéressée aux aspects idéologiques et politiques. Elle les a pris en compte en tant que discours des acteurs qui soit justifient, soit rejettent le port du voile. Son approche, elle est sociologique et elle est centrée sur le discours des actrices qui portent le voile, auprès desquelles elle a mené une enquête qui a duré, disons, 6 ans presque. Et son enquête s'est déroulée sur une période où le port du voile était interdit en Tunisie, avant la Révolution, et ensuite la période après la Révolution, après le 14 janvier, où non seulement il n'est plus interdit, mais il est devenu valorisé, voire, elle dit dans son travail, survalorisé. Et donc, elle a été obligée de reprendre ses enquêtes pour voir si la vision, le discours des actrices qui portent le voile a changé. Et elle en parlera mieux que moi. Donc, son discours n'est pas un discours idéologique, c'est un discours scientifique à partir d'enquêtes. Et donc, ce qui est important dans son travail, c'est qu'elle a voulu les entendre et les faire parler, elle, sur le sens qu'elle donne au port du voile. Et vous allez voir que entre le sens prêté aussi bien par les acteurs politiques ou les théologiens du discours religieux sur le voile, que ce soit pour ou contre le port du voile, et le discours des actrices, celles qui portent, il y a une grande différence. Les significations ne sont pas les mêmes. Et c'est l'intérêt de son travail qu'elle a brillamment soutenu à la Sorbonne il y a 2 jours. Voilà, et elle a eu les félicitations du jury, très honorable, et on n'a même pas eu 5 minutes à délibérer, tellement tout le monde était élogieux par rapport à son travail. Donc maintenant, je vais lui céder la parole, c'est à elle de présenter son travail. Vous pouvez lui poser des questions, mais tenez compte que son approche n'est pas une approche idéologique, n'est pas une approche théologique, n'est pas une approche politique, son approche est une approche scientifique. Et le sens que donnent les acteurs au port du voile et la complexité des discours des actrices sur le port du voile, mais aussi les acteurs qui donnent une autre signification à cela. Bon, Khawla, je ne sais pas si je peux ajouter autre chose. À part le plaisir que j'ai accompagné pendant ces 3 années, j'ai appris beaucoup de choses.
parce que moi je suis politologue, elle est sociologue, et donc forcément l'approche n'est pas la même, et son travail auprès des actrices qui portent le voile m'a personnellement apporté énormément. C'est qu'une partie de sa thèse, outre les aspects théoriques sur la sociologie du corps, la sociologie de la norme, l'installation de la norme, et comment on adopte une norme, comment l'adoption d'une norme, ce n'est pas parce qu'on l'adopte qu'on l'applique à la lettre, mais on l'adopte, on l'adapte, chacun il l'adapte pour lui donner un sens. Tout cela, c'était d'un grand apport pour ma culture, pour un ignorant en sociologie, ça m'a apporté énormément, et surtout les aspects pratiques, donc empiriques de sa recherche. Khawla, tu peux me dire shérif. Ici, on est à Lyon, on n'est pas à la Sorbonne. Et mon encadreur réellement, pas officiel mais officieux, il était mon encadreur. Alors, je vais vous présenter ma recherche, c'est mon travail de thèse, et j'ai choisi comme intitulé « Le port du voile, représentation et pratique du corps chez les femmes utilisées ». Alors, je vais partir alors de cet intitulé pour rappeler ensuite le micro marche. Le micro ne marche pas. Voilà. Et là, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Fais comme si tu donnes ton cours à l'Institut. Alors, je vais donc partir de cet intitulé pour rappeler ensuite les choix de méthode et d'enquête qui ont structuré ma recherche. 1, 2. Alors, l'objet, l'objet qui est au centre de cette thèse est le corps voilé. Et j'insiste sur cet objet de recherche. Je ne travaille pas sur le voile, mais sur le corps voilé. Ce qui m'intéresse, c'est le corps voilé. Alors, j'ai essayé d'aborder le corps voilé comme indice significatif des mutations sociétales et culturelles en Tunisie. Mon terrain, c'était la Tunisie. Alors, je pars du constat que le corps voilé est un marqueur significatif concernant le statut de la femme, le rapport des genres, la construction des nouvelles alternatives de l'image de soi, des modèles corporels et des normes sociales en Tunisie. Il est aussi marqué par toutes ces variables. De ce point de vue, le voile dépasse le champ politique ou religieux sur lequel on a l'habitude de s'exprimer. Ma recherche s'articule autour de 2 volets. Le premier porte sur l'expérience vécue, et j'entends par expérience vécue l'expérience vécue par les femmes qui portent le voile, afin de mieux cerner l'état de rupture et de continuité de l'avant et l'après-port du voile à plusieurs niveaux. Le deuxième volet concerne la femme face au corps social. Il questionne le corps féminin comme objet de manipulation et comme moyen d'afficher des marques identitaires dépassant la volonté individuelle. Toutefois, il est important de remarquer que la femme n'assume pas toujours le rôle qui lui est attribué à travers le port du voile. Nombreuses sont les études qui traitent le voile du point de vue politique ou théologique. Ces études m'ont intéressée et ont même aiguillé mon regard et enrichi mon intérêt pour la question du voile. Cependant, quand j'ai commencé à entrevoir la possibilité de consacrer mon travail de doctorat à la question du voile, j'ai compris qu'il fallait que j'aille vers d'autres directions. C'est ainsi que j'ai choisi d'aborder le corps voilé
par le biais de l'esthétique de la tenue et par le biais de sa mise en scène dans les espaces publics de loisirs. L'observation du droit m'a mise intuitivement sur cette piste. En effet, il m'a semblé que je pouvais essayer de démontrer par ce biais que la pratique du voile a d'autres facettes considérées moins sérieuses ou plus ludiques que celles traitées du point de vue politique ou théologique. Les sources théoriques mobilisées ne traitent pas de la totalité de ces angles d'attaque. Mon objet de recherche se trouve à l'intersection de 3 questions théoriques. Pour mener ce travail, j'ai croisé plusieurs approches. Les unes concernent directement le port du voile au nom de l'islam, d'autres abordent d'une façon générale et sans rapport direct avec le voile ou l'islam, les questions relatives au corps, comme production sociale et comme objet des sciences sociales. J'ai également fait appel aux travaux concernant la dynamique de production, d'adoption et d'adaptation des normes et les relations publiques-privées, notamment dans leur dimension spatiale. Du point de vue de l'approche empirique, j'ai opté pour l'étude qualitative, qui répond mieux à mon objectif. Pour cela, j'ai privilégié l'entretien semi-directif ou voire l'entretien compréhensif. Comme technique, c'était la technique principale de ma recherche. En même temps, j'ai eu recours à l'observation directe comme technique complémentaire pour confronter le discours et les pratiques des actrices sociales et pour repérer les modes de conduite des femmes voilées dans l'espace public de loisirs. En dehors de ces 2 techniques scientifiquement prouvées, le souci quotidien de saisir les pratiques des Tunisiennes converties au voile, d'écouter leurs propos ou même de provoquer les discussions avec elles était une préoccupation constante. En préparant cet exposé, j'ai pensé à un constat banal. Je suis une femme et l'observation du corps voilé est pour moi une chose habituelle et un comportement ordinaire. Je suis tunisienne et je travaillais sur la Tunisie, sur un terrain tunisien, et j'ai l'habitude de voir et de communiquer tout le temps avec des femmes et des filles qui portent le voile. Et je pense ainsi que la condition de femme, mon éducation et ma culture m'ont préparé et m'ont mené à adopter l'approche compréhensive interprétative. À côté, en plus des raisons ordinaires de ce choix de méthode, j'ai éprouvé le besoin de parler à des femmes voilées et de les faire parler. Quelques femmes voilées avaient commencé à apparaître dans mon entourage depuis un certain temps. Les premiers échanges ordinaires que j'ai eus avec des cousines, des voisines et des collègues m'ont donné envie d'aller plus loin, de parler avec d'autres actrices pour appréhender les significations subjectives accordées au corps féminin voilé. Il me fallait explorer plus largement les significations du voile telles qu'elles sont vécues et racontées par celles qui le portent. Partant de l'observation de jeunes femmes de différentes conditions, célibataires, mariées, divorcées, veuves, avec ou sans enfants, portant le voile dans leur vie quotidienne, j'ai entrepris d'analyser la façon dont elles gèrent leur peur dans l'espace public. Les questions principales: comment ces femmes voilées se présentent-elles? Comment elles se voient? Comment se voient-elles? Qu'est-ce qu'elles cherchent à travers leur manière d'être et de se présenter? Telles sont les questions que je me suis posées et qui ont structuré la démarche que j'ai essayé de suivre dans la construction de ma thèse. Alors, mon attention s'est d'abord concentrée sur les nouvelles modalités du port du voile
considéré comme religieux dans le contexte tunisien. On sait que le voile dit confessionnel a été interdit par la loi jusqu'à 2011 en Tunisie. Avant et sous le régime de Ben Ali, le voile a été politiquement stigmatisé. Avec l'effondrement de ce régime, on est brusquement passé de sa stigmatisation politique à sa revalorisation, voire survalorisation. L'évolution du contexte tunisien a pesé sur mes questions et sur le cours de ma thèse qui a commencé bien avant 2011. Avoir vécu une modification du statut officiel et politique du voile féminin après 2011, alors que ma thèse était en cours de réalisation, a été pour moi une opportunité supplémentaire. La première partie de ma thèse porte sur les représentations et les perceptions du corps féminin, du voile, de la religion et sur le statut de la femme. À travers cette partie, j'ai essayé de toucher à toutes les perceptions liées à la tenue vestimentaire féminine pour mieux saisir les nouvelles significations accordées au corps féminin. Voici la présente diapositive montre les différents types de voiles portés par les femmes tunisiennes. Alors, l'histoire contemporaine de la société tunisienne offre plusieurs exemples de la modification du voile. Le voile a suivi les étapes de ce que l'on appelle l'émancipation de la femme en Tunisie. On est passé en quelques décennies de l'abandon du voile traditionnel à l'interdiction du voile dit islamique. Aujourd'hui, on observe une diversité remarquable du voile dit religieux. Plusieurs modèles de femmes voilées témoignent de la pluralité des modes de pensée et des interprétations de la religion. Ce qui nous ramène à l'idée principale de ma recherche, c'est le corps qui est le signe de marquage par excellence, le moyen et le lieu à travers lequel on revendique tantôt la ressemblance, tantôt la différence. Alors, la présente diapositive montre les trois types de voiles portés par les Tunisiennes qui reflètent les significations et les symboles de la vie et témoignent de contextes, de lieux et de temps différents. On ne voit pas ici la contre-norme qui renvoie aux usages transgressifs de chaque tenue. J'insiste sur le fait que les voiles, tenues traditionnelles régionales, et le voile traditionnel citadin n'ont pas complètement disparu. Ils reprennent même une visibilité occasionnelle pour démarquer des formes de voile dits étrangers à notre tunisianité. Alors, je reviens sur ma question axiale. Quelles sont les significations que les jeunes filles et femmes tunisiennes véhiculent à travers la pratique du voile? Cette pratique affecte les perceptions du corps. On se trouve devant plusieurs corps, ou plus exactement, un corps fragmenté, morcelé, entre différents registres interconnectés. Un corps pour soi, avec lequel on peut avoir un rapport proche ou lointain. Un corps pour la société, c'est un corps public orienté, voire contrôlé par le regard d'autrui. Et un corps pour Dieu, estimé comme don, une faveur, une épreuve divine et un témoin contre l'âme pécheresse associée du diable. Porter le voile est une façon d'assumer un corps coupable. C'est une aventure individuelle vécue avec une importante charge émotionnelle. La construction sociale du corps pieux n'est pas en rupture avec les fondements de la perception du monde féminin. Les principales représentations du corps de la femme réfèrent à trois registres: la sexualité, la beauté et la morale,
relatives à la chair féminine comme intime, privé, propriété de l'homme, etc. Selon les perceptions des femmes interviewées, leur statut et leur vécu dépendent de la gestion de ces trois niveaux. Alors, je reviens à la construction de ma thèse. Ce qui m'a intéressé, c'est comment passer d'une femme non voilée à une femme voilée. Et j'ai essayé de reconstruire à travers le discours et les entretiens effectués avec ces femmes, comment elles sont passées et où. Comment était qu'est-ce qu'elles ont fait pour arriver à un corps voilé ou pour se voiler, tout simplement. Alors, la deuxième partie de ma thèse est consacrée au processus de la réinstallation de la pratique du port du voile dans la société tunisienne. C'est la partie principale ou centrale de ma recherche. Et c'est la partie, la première que j'ai rédigée, dans laquelle se trouvent articulées les perceptions du corps voilé et les pratiques du voile dans les espaces publics de loisirs. C'est à travers la lecture et la relecture des entretiens effectués que j'ai pu retracer le parcours individuel des femmes interrogées. J'ai dû reconstruire les discours pour comprendre le cheminement vécu par chacune. En effet, les expériences individuelles et collectives se croisent et se contredisent. Ces trois colonnes résument ma démarche. La première colonne offre les éléments qui encouragent le port du voile. Ces éléments sont pris dans le contexte tunisien qui représente le local, comme les pratiques culturelles des groupes et des sous-groupes, l'islam populaire et ses traditions sociales spécifiques, les rites magicaux religieux et l'islam enseigné dans l'école publique ainsi que les institutions religieuses. L'influence de l'international ou de la globalisation est représentée par le support médiatique, les habits et les fétiches à symboles religieux, les voyages et les livres de la religion, etc. La deuxième colonne montre que la réception de cette offre ne va pas de soi. Il s'agit d'une sélection des informations recueillies, un genre de filtrage du flux des données véhiculées par les différents supports. Ceci dépend, entre autres, de la socialisation primaire et secondaire, du rapport au corps et des techniques appropriées, ainsi qu'à l'image de soi. La troisième colonne explique comment la sélection et la hiérarchisation des éléments de l'offre produit plusieurs modèles de femmes voilées. À titre d'exemple, les voilées dites engagées, représentées par les femmes ou la catégorie des rigoristes ici, adoptent le hijab dit shari, c'est-à-dire conforme aux strictes normes prônées au nom de la religion, rejettent la socialisation des parents et des institutions politiques. Alors, ce qui fait qu'elle refuse l'offre ou le stock de connaissances locales. Elle s'installe dans un conformisme d'appartenance à la Oumma islamique et l'obéissance aux injonctions des prédicateurs des pays du Golfe. Les modérés, qui représentent la grande majorité des Tunisiennes, ou la personnalité de base des femmes qui portent le voile, représentées ici par le deuxième modèle qui est les voilées modérées, sont plutôt dans le pragmatisme et le métissage entre les habitudes culturelles et les rites religieux venus d'ailleurs. Les libérés, qui représentent le troisième modèle de femmes qui portent le voile, sont dans une logique plutôt plus ou moins individualiste de la pratique du voile. Elles ressemblent beaucoup plus aux femmes non voilées, que ce soit dans les perceptions du corps ou dans l'usage de l'espace.
Par ailleurs, habiter un corps voilé ne va pas de soi. Il exige un apprentissage et un long processus de dressage du corps. Pour arriver à la situation de femme voilée, les convertis passent par 3 phases, qui sont la phase de préparation, le passage à l'acte et la normalisation de la pratique. La première consiste en une période de réflexion, d'élaboration de l'idée, de recherche d'informations, de ritualisation des pratiques religieuses et de quête d'un modèle rassurant. La deuxième phase est le passage à l'acte, c'est-à-dire la conversion au voile dit religieux. C'est le moment de se jeter à l'eau. Elle est marquée par des ressentis positifs et négatifs. La femme se trouve face à sa nouvelle image sociale. La nouvelle convertie se trouve en confrontation avec son ancienne image, ainsi qu'avec son entourage social, divisé entre ceux qui l'encouragent et la félicitent et ceux qui contestent son choix et le critiquent. La troisième phase est caractérisée par une certaine stabilisation de la nouvelle image recherchée par la femme. Mais elle n'est pas la même chez toutes les femmes et diffère parfois jusqu'à l'opposition d'une catégorie à l'autre. Je tiens à mentionner que ces catégories ne sont pas ni figées ni irréversibles. Elles subissent des mutations permanentes. Et je reviendrai avec plus de détails et d'exemples au cours de la discussion. La troisième partie de ma thèse porte sur la visibilité et la conduite des femmes voilées dans les espaces publics de loisirs. Cette partie est peu développée de mon travail et qui peut faire une thèse entière, ou un objet de thèse. Alors, en Tunisie, comme d'autres pays arabo-musulmans ou ailleurs, l'accès des femmes à l'espace public est conditionné et doit être justifié. Plusieurs circonstances déterminent la normalité et les codes de sortie des femmes, le lieu, le temps et l'accompagnement. En outre, le voile comme habit d'espace public sert à atténuer les conditions d'accès, à établir plus de confiance entre conjoints, parents-enfants, frères et sœurs, et à adoucir le regard porté sur les corps des femmes en public. En dehors des sorties considérées comme justifiées, le travail, l'éducation, les courses, etc., les lieux et les temps de divertissement traduisent un autre rapport et d'autres usages de l'espace normalisés selon les modèles de pensée. L'espace public de loisirs répond à des situations de mise en scène du corps féminin voilé avec d'autres acteurs sociaux théâtralisant et animant cette scène. J'ai effectué mes premières observations dans les lieux de loisirs les plus familiarisés, comme les salles de fête, les plages, les jardins publics. Ma surprise était grande en découvrant des comportements de femmes voilées non conformes à la pratique du voile, dans ces lieux comme dans d'autres. Ainsi, la conduite des femmes est conditionnée par le type d'espace, le type de voile adopté et le type de population qui partage l'espace en question. Alors, la pratique du voile et le type d'accès des femmes à l'espace public. On est devant une gestion du corps public ou en public. Cette gestion se compose de 2 volets. Le paraître, représenté par la tenue, et le visage. Et la gestuelle, qui détermine les mouvements du corps et le
type de regard adopté. Alors, ce qu'on remarque, c'est que, et à travers mes observations et mes enquêtes, c'est qu'on est devant une diversité de gestion du corps en public. Le voile, parfois c'est un objet qui permet d'accéder à l'espace public. Il se transforme en lui-même en espace, ou c'est un habit qui s'adapte, ou c'est une tenue qui s'adapte, excusez-moi, selon l'espace, selon le type d'espace. Ainsi, les perceptions des espaces de loisirs se traduisent en termes de halal et de haram, ça veut dire licite et illicite, du permis et du non permis, du conditionné et du non conditionné. Et je tiens à relativiser ces perceptions racontées ou présentées par les femmes qui portaient le voile, car les conduites des femmes voilées dépendent aussi de l'emprise du contrôle et de la pression de l'entourage. Plus on est dans des lieux d'anonymat, plus les comportements sont décontractés et libres. Alors, pour conclure, porter le voile constitue une manière de donner sens au corps objet, présenté comme une spécificité propre à la culture islamique. Dans cette perspective, le voile donne sens à la vie et à la mort, détermine le rapport à autrui et imprègne parfois les pratiques, les actes les plus ordinaires. Ces significations se contredisent entre la volonté de donner une image positive de l'islam et de la femme et le rejet de l'autre, différent, proche ou lointain, ainsi que la recherche du conformisme sociétal. En outre, la façon de l'adopter révèle l'importance accordée au corps sujet et met en valeur les enjeux d'intersubjectivité. Par ailleurs, les différents types de voiles instaurent de nouveaux stéréotypes et des perceptions et des pratiques qui viennent perturber les habitudes sociales et culturelles. Alors, l'émancipation des femmes semble inconcevable sans une émancipation masculine, démontant et déconstruisant les normes traditionnelles de la masculinité et de la féminité, le rapport de force, voire le rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes. Le voilement des jeunes enfants constitue un vrai danger qui commence à s'installer dans les habitudes des Tunisiens les plus conservateurs, ce qui met en question la volonté de respecter même les droits des enfants. Alors, mon travail visait la compréhension des mécanismes par lesquels les femmes voilées intériorisent et négocient la norme du port du voile dit religieux et la gestion de leur corps en public. Le port du voile de nos jours peut se lire comme une phase provisoire ou permanente dans la vie d'une femme comme dans l'histoire du pays. Et merci pour votre attention. Elle a très soif. Est-ce que quelqu'un aurait une bouteille d'eau? On n'a pas pensé. Moi, je me cachais bien. Voilà. Il y a Imen qui vient au secours. Merci. Alors, Khawla a essayé de nous présenter comment elle a abordé cette question du corps du voile. Elle a restitué donc le parcours de recherche, les problèmes qu'elle a rencontrés, l'évolution, mais aussi elle a essayé de restituer les étapes par lesquelles passe. C'est pas du jour au lendemain, on se réveille, on décide de porter le voile. C'est un processus, c'est des étapes dans lesquelles elle a repéré une phase de préparation, recherche d'informations, recherche de modèles, puis ce qu'elle a appelé se jeter à l'eau, le passage à l'acte. Et après, l'installation dans la norme, elle a insisté sur quelque chose
elle ne l'a pas bien développé, c'est que porter aussi le voile, ce n'est pas définitif. Elle a rencontré des femmes qui l'ont porté et qui ont cessé de le porter, notamment après la Révolution, où on s'attendait avec l'accès de l'islam politique au pouvoir à la stabilisation, voire à la généralisation. Parmi les gens qu'elle a interviewés, elle a remarqué qu'il y a des gens qui, maintenant que ce n'est plus interdit, eh bien on n'a plus besoin de le porter. Il y a quelque chose de difficile aussi là-dedans. Je crois que ça c'est un aspect qu'elle a développé dans sa thèse. Un autre aspect qu'elle n'a pas développé ici, mais qui se trouve dans son travail, c'est également la manière de négocier la norme. Ce n'est pas parce que c'est dicté comme une norme que chaque acteur essaie de l'adapter et de la réinventer. Il y a un passage dans sa thèse que j'ai adoré sur l'installation de la norme. Il y a un sociologue français qui s'appelle Kaufmann qui a travaillé sur les seins et elle montre que l'adoption de la norme des seins nus après 68 procède exactement de la même, du même processus. On hésite, on a peur, on cherche et après on adopte et après ça se normalise, ça devient normal et quand ça devient normal, bon, ça perd son intérêt. Je crois que c'est des aspects qui sont très importants dans le travail de Khawla. Peut-être que dans le débat, on reviendra, dans vos questions, on reviendra donc à tel ou tel aspect. Ce qui est très bien dans son travail, c'est qu'il n'y a aucun jugement de valeur. Elle ne dit pas ça c'est meilleur que l'autre. Elle les prend comme des actes à travers lesquels chacun il donne du sens à sa démarche, à son corps, à sa relation à autrui. Je crois que c'est ça qui est le point fort dans le travail de Khawla, qui perturbe aussi bien ceux qui prônent le port du voile que ceux qui sont contre le port du voile. Khawla a eu des problèmes. Elle travaille dans un centre de documentation sur les femmes, d'information sur les femmes, d'études sur les femmes. Et l'habitude, c'est soit on condamne, soit on est pour, soit on est contre. La démarche compréhensive, ça gêne ceux qui sont pour comme ceux qui sont contre. Et je crois que c'est ça la richesse de son travail. Oui, alors, je pense que Christine. une question un peu à côté de la problématique de la thèse. Je ne suis pas sociologue. D'une part, on vous avait dit que le voile révélait un corps coupable, qui se sent coupable. Comment c'est apparu dans les interviews? Est-ce que vous pouvez en parler? Parce que vous n'avez pas pu développer là-dessus, bien sûr. Il y a un autre aspect qui, je crois, est trop à côté, et si ça vous ennuie, vous ne répondez pas. C'est est-ce que vous avez pu établir un rapport entre le nombre, dit brutalement, est-ce qu'il y a plus de femmes voilées qui ne travaillent pas que de femmes voilées qui travaillent? Est-ce que le voile est autant répandu chez les femmes qui travaillent ou que celles qui ne travaillent pas? Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'insertion dans le travail et le voile ou pas? Ou peut-être que vous n'avez pas pu étudier ça. Voilà. Alors, comme elle n'a pas pris de stylo pour noter, on va répondre à chaque question. Donc, vas-y, c'est plus facile peut-être de répondre aux questions au fur et à mesure. Alors, je conclus finalement à travers le discours des actrices sociales avec lesquelles j'ai effectué des entretiens libres, plus ou moins très souples, qu'elles mènent ou qu'elles vivent avec un corps coupable. Le corps de la femme, c'est un corps qui révèle de la séduction, qui est charmant, qui est attirant, qui est beau et qui est tabou aussi. Et du coup, elles sont tout le temps dans ce sentiment de culpabilité. Et d'ailleurs, porter le voile, c'est une manière d'adoucir ce sentiment de culpabilité, qu'elle le sent et qu'elle le vit, et qu'elle apprenne à travers l'éducation, la socialisation, le regard de l'autre aussi, que ce soit femme ou homme, en société bien sûr. Votre deuxième question? Sur le rapport du voile et du travail, ou du voile et pas de travail. Enfin,
Est-ce qu'il y a peut-être ces questions Alors, à côté que vous je n'avez ne pas peux pu pas juger. Je ne peux pas juger qu'il y a plus de femmes voilées en nombre de quantité, qu'il y a plus de femmes voilées qui travaillent. Non. On constate avec un regard très, très simple, une observation très simple, que le nombre de femmes qui portent le voile après la Révolution a augmenté forcément. Mais sinon, malgré son interdiction, il y avait des femmes qui étaient voilées et lors de son interdiction, lors de l'oppression politique par rapport à cet habit dit confessionnel. Voilà, il y avait des étudiantes qui portaient le voile, il y avait des femmes actives aussi, mais ça n'a pas touché aux professions plus ou moins prestigieuses, les avocats par exemple, les juges, les journalistes, les agents de police, etc. Mais qu'après le 14 janvier 2011. Et dans les usines oui, ça, de confection qui dépendent des marques Alors, moi, voilà un truc de travail. J'ajouterai quelque chose qui est de la thèse de Khawla. Elle dit que le voile était un passeport pour accéder à l'espace public, que ce soit de travail et surtout de loisirs. Les espaces que les femmes non voilées sont mal jugées parce qu'elles fréquentent non voilées, à partir du moment où elles portent le voile, c'est admis, puisque on sait qu'elle est pieuse, elle est vertueuse, donc c'est un passeport. Et donc, ça, c'est un aspect que qui a retenu mon attention dans son travail. Porter le voile, ce n'est pas un enfermement pour elle, au contraire, c'est une volonté d'accéder à des espaces qui leur étaient interdits, et pour y accéder, elle porte le voile pour avoir cette possibilité d'accéder. Il y a, y compris dans les espaces de loisirs, par exemple, aller dans un bar. Des femmes voilées qui vont dans un bar, elle peut aller dans un bar, elle a des photos dans sa thèse où elle a accompagné des femmes pour aller les interviewer, à côté des gens qui boivent leur bière, sirotent leur bière, prennent leur alcool. Elle est voilée avec son voile, elle n'est pas regardée de la même façon que la femme non voilée qui fréquente le bar. Et ça, je trouve que c'est très important. Il y a un autre aspect que tu aurais pu développer. Tu ajoutes quelque chose par rapport à ça. C'est bon, j'ai travaillé seulement sur les espaces publics de loisirs et j'ai pas travaillé sur l'espace éducatif ni professionnel parce que pour la simple raison, parce que l'accès à l'espace de loisirs, il est choisi par la femme. On n'est plus dans les formes, on n'est plus dans les contraintes, etc. On est dans le choix libre d'accès. Et je pense que les femmes voilées, ou celles qui portent le voile, elles ont plus de chances que les autres d'accéder à plusieurs espaces de loisirs, y compris les espaces considérés comme masculinisés, ou des espaces masculinisés. Et puisqu'elles portent le voile, ça veut dire qu'elles respectent les normes sociales de la différence entre les hommes et les femmes, et elle est moins agressée que les femmes qui ne portent pas le voile. Et en même temps, elles-mêmes, elles transgressent les normes et les espaces socialement considérés comme non féminin et comme non masculin. Voilà. J'ajouterai quelque chose. Il y a beaucoup de gens que je vois ici qui ont assisté à la conférence du doyen de la faculté de la Mourba, Kazdagli, qui a eu des problèmes avec les femmes qui veulent porter le niqab. Et elle en parle dans sa thèse, et Dominique Desjeux, un sociologue, ne s'est pas empêché de dire « mais finalement c'est comme en mai 68 ». C'est des filles qui, contre la volonté de leurs parents, parce qu'elles portent le niqab, passent la nuit et plusieurs nuits pendant des mois à l'extérieur, dans des espaces mixtes, avec des hommes, où elles ont eu des relations sexuelles sous couvert de mariage coutumier, où elles sont tombées enceintes, chose qu'elles n'auraient pas pu faire si elles ne portaient pas le niqab, voile intégral.
Et au nom du port du niqab, et au nom de défendre le port du niqab à l'université, elles ont pu faire cela. Donc, c'est ce que tu appelles dans ta thèse la perversion de la norme. C'est-à-dire, je prends la norme qui a une finalité d'exclure les femmes, de les enfermer, et cette norme qui est un moyen d'exclure les femmes et de les enfermer devient un moyen de transgresser la finalité par rapport à laquelle le voile est. J'ai aimé énormément le rapprochement qu'a fait Dominique Desjeux entre mai 68 et ce qui se passe à la Manouba, donc à travers cela. C'est un livre. Merci Khaoula pour ce travail éclairant qui nous a permis vraiment d'avoir un regard sociologique sur le rapport de la femme tunisienne au voile aujourd'hui, puisque ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable il y a un siècle ou deux. Je parle assez fort ou pas? Non, si. Hein? Donc, moi, très sincèrement, je me pose une question. On sait que le voile n'est pas une spécificité islamique, puisqu'il y a le voile chrétien, il y a le voile dans d'autres religions monothéistes et autres. Mais très sincèrement, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le voile est devenu, je vais utiliser un mot difficile, mais une arme pour la femme musulmane, soit pour asseoir son islamité et l'affirmer et l'afficher de manière claire, dire je suis musulmane et je l'assume, soit pour provoquer et pour dire, voilà, je vais dans un bar, je porte le hijab et vous m'acceptez tel que je suis. Pensez-vous qu'aujourd'hui, alors que le voile à la base est normatif, c'est un objet de norme, pensez-vous qu'aujourd'hui il est devenu une arme pour contrer la société dans laquelle la femme évolue, dans le monde musulman? Je peux me permettre de compléter. En venant, je vous sais que le port du voile existe dans la société française, en particulier les religieuses. Et à ce moment-là, porter le voile, c'est signifier publiquement qu'on n'est pas mariable. Alors qu'en Tunisie, porter le voile, c'est signifier qu'on est mariable. C'est des usages complètement opposés d'un même objet. C'est la même question, voilà. C'est pas vraiment une question, mais je suis assez d'accord avec ton intervention. Non, ce qui me frappe dans votre travail et que je trouve vraiment extrêmement intéressant et extrêmement éclairant, c'est la situation paradoxale. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, à travers ce travail que vous nous montrez, vraiment de la complexité de la chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui opprime, c'est ce qui libère. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Hein. Alors, on peut se demander, au fond, je crois que ça éclaire sur les rapports hommes-femmes dans nos sociétés, dans les sociétés arabo-musulmanes, qui est que comment est-ce qu'on peut se déprendre de cette condition très particulière qui est celle de n'avoir d'autre solution que de se servir de son corps, c'est-à-dire de l'opprimer pour s'émanciper. Et il me semble que c'est ça qui fait toute la difficulté peut-être et qui rejoint ce que tu disais, Chérie, tout à l'heure à propos de, au fond, comment est-ce que les femmes des autres sociétés, des sociétés, par exemple en France, européennes, se sont émancipées des normes sociales qui les ont opprimées. Alors, je vais synthétiser pour répondre à votre question, à vos questions plutôt. Je tiens à signaler encore une fois que la pratique du voile dépend du contexte. Et le contexte tunisien, par exemple, n'est pas celui de l'Arabie Saoudite, n'est pas celui du Yémen, n'est pas celui de la France, n'est pas celui du Soudan, etc. Il y a vraiment cet objet, ou cette question-là, ou cette problématique de la vie de la femme, ou de la tenue vestimentaire féminine, diffère selon le contexte et change d'enjeu, de jeu et d'enjeu en même temps. Oui, en Tunisie, la société n'a pas aussi assumé
la liberté des femmes tunisiennes. En plus, l'abandon du voile traditionnel, que ce soit les voiles régionaux ou le voile citadin, CFC, traditionnel citadin, a été plus ou moins imposé par la modernisation de l'État. C'était une volonté plutôt politique que la maturité sociétale pour l'émancipation des femmes. Et dès que le contexte ou le terrain tunisien l'a permis, on voit le retour au voile, mais avec vraiment une diversité énorme. On n'est pas devant les mêmes tenues, on n'est pas devant les mêmes manières de penser, les mêmes logiques de pensée, on n'est pas devant les mêmes interprétations qui sont vraiment très différentes. Chaque type, ou ces trois types, entre rigoristes qui rejettent catégoriquement ou pratiquement, au moins dans le discours, tout ce qui est mode social ou mode de vie sociétal, et plus ou moins les modérés qui sont plus pragmatiques dans leur choix. Je suis pour la religion, j'apprends quelque chose qui est bon, j'apprends tout ce qui vient d'ailleurs, mais en même temps, je garde mes traditions culturelles et je fais avec. Et il y a les libérés qui sont plus dans la transgression de la norme, qui sont plus dans la contradiction, elles sont plus individualistes, même et parfois plus libérées et libérales que les femmes qui ne portent pas le voile. Et elles ont plus la capacité de communiquer avec l'autre. En plus, elles ont d'autres visions de vie, d'autres perceptions de leur corps et d'autres pratiques de l'espace. On porte le voile, oui, mais on a le droit, comme les hommes, d'accéder à tout type d'espace public de loisirs. Par exemple, y compris les stades, les stades de football, les bars-restaurants, et elles sont actives, on peut trouver les corps dansants, par exemple, dans les fêtes de mariage, etc. On peut trouver les femmes qui font leur jogging à côté des parcours de santé, avec ou sans accompagnant. Et on trouve aussi des corps qui prennent plaisir réellement. Et que la vie n'est qu'une façon, n'est qu'une facette. Un permis, un passeport qui leur permettent non seulement d'accéder à l'espace, mais de minimiser le maximum l'agressivité ou la violence contre elles, en tant que femmes libres, de faire ce qu'elles veulent. Oui. Moi, j'ai une question. En fait, dans vos propos, j'ai eu l'impression que le voile était toujours en rapport avec ce qui se passait dans la société et les normes. Mais est-ce que dans les femmes que vous avez rencontrées, il y avait des femmes qui faisaient ça juste de façon personnelle et qui avaient vraiment envie de le mettre pour des raisons religieuses, sans forcément être conditionnées par ce qui se passait autour? Mais toutes les femmes disent la même chose, disent qu'elles ont choisi elles mettent le voile parce que c'est une conviction religieuse, parce que c'est obligatoire aux femmes musulmanes, etc. Toutes les femmes disent la même chose. Mais après tout, l'interprétation de leur discours et les vraies raisons qui se cachent derrière ne sont pas que religieuses. Il y a vraiment d'autres raisons qui constituent le choix principal. Ce sont des raisons sociales et culturelles en premier lieu. Oui, c'est ce que j'ai constaté. C'est pas moi qui dis ça, mais
le fait de dire, par exemple, le fait de dire, lorsque je pose la question sur comment vous êtes voilé et pourquoi, etc. Alors, c'est un choix, c'est mon choix, et elle insiste sur le fait que c'est leur choix. Je suis convaincue, c'est le respect du Coran, mais par exemple, rares sont celles qui peuvent citer la sourate du Coran. Qui oblige le voile. En plus, il y a plusieurs interprétations de cette sourate. Par exemple, le voile que vous portez, vous, pour certains, il n'est pas un voile islamique. On peut le nommer comme voile chic, à la mode, light, etc. Et celles qui portent le voile comme vous considèrent celles qui sont rigoristes, qui portent le voile dit charrette ou engagées, etc. Elles les considèrent comme si elles exagèrent, qu'elles ne sont pas des vraies Tunisiennes, qu'elles ne sont pas les vraies musulmanes, etc. Qu'elles sont arriérées parfois, qu'elles sont... Voilà. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, ce que ça m'évoque, c'est l'idée que, au fond, ça pose aussi la question de la recherche de l'identité. C'est-à-dire aussi comment d'une certaine manière, dans les processus d'individuation, il peut y avoir, dans les processus d'individuation, c'est-à-dire à la fois en tant que sujet dans une société, il peut y avoir également ce type de démarche qui participe du processus d'individuation. Nos étudiants qui ont un examen sont obligés de nous quitter. Merci pour votre présence, d'avoir fait l'effort. Merci à Chedli qui les a amenés, qui a retardé l'examen d'1 heure en se privant de son déjeuner pour assister à la conférence. Et merci aux étudiants. Merci. Et on va reprendre la discussion. Je me posais la question, au fond, par rapport à ce que vous venez de dire, à propos de comment, au fond, les sujets, les personnes que vous avez interrogées vont vous donner une définition, qui est aussi une définition par rapport à l'autre. C'est pas que soi, c'est aussi par rapport à l'autre. Et je me demandais si ça ne participait pas, justement, parce que ça éclaire sur beaucoup de choses, si ça ne participait pas de ce fameux processus d'individuation dans des sociétés qui sont extrêmement référencées à la norme groupale. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est aussi des quêtes personnelles. Comment est-ce qu'on devient une personne, comment on devient un sujet, comment on devient un sujet politique, comment on devient un sujet psychique, etc., etc. Et que tout ça, ça se retrouve dans cette espèce de démarche qui témoigne justement de la diversité de la démarche. Oui, tout à fait. Elles sont vraiment dans la quête et la recherche d'un soi ou d'une personne ou d'une femme qui ressemble, qui est proche de l'idéal type de la femme musulmane. En même temps, elles sont aussi dans la recherche de se distinguer par rapport aux autres. Mais la différence entre les trois catégories de femmes qui portent le voile, c'est leur degré de tolérance et d'ouverture et de communication avec l'autre. C'est ce qui fait la différence. Il y a celles qui sont très ouvertes et elles sont trop dans la communication et l'ouverture et l'échange, etc. Il y a celles qui imposent ces idées et qui considèrent qu'elle sait tout, qu'elle a raison. Et c'est ce qui fait, je pense que c'est ce qui fait. En plus, elles se contredisent entre ces trois catégories, elles se contredisent. Chacune se positionne comme si c'est elle qui a raison. Et que l'islam, et c'est ça, on se trouve devant des islams et des interprétations multiples et diversifiées de la religion et même du surat ou de tout ce qui concerne le rapport au hijab. Robert. Khaoula disait tout à l'heure, la pratique du voile dépend du contexte. En Tunisie, ce n'est pas un contexte, ce
Et ça m'envoie à la question suivante. Dans votre échantillonnage, le monde rural en Tunisie reste en partie notable. Est-ce que dans votre échantillonnage, il y a des représentants de ce monde rural ou on est resté dans un monde sinon bourgeois du moins urbain? Et y a-t-il des différences importantes, non seulement à l'égard des pratiques, mais à l'égard des multiples manières dont la pratique est vécue? Alors, dans mon échantillonnage, j'ai effectué mes entretiens avec des femmes de différentes régions du pays, mais qui habitent à Tunis, le Grand Tunis. Elles sont bien sûr, il y a celles qui ont des origines rurales, il y a celles qui ont des origines urbaines ou citadines, et je pense que celles qui sont d'origine rurale ont plus de facilité à s'adapter au port du voile que les autres, que les citadines. Et que le voile, en même temps, le voile c'est un habit de ville, plus qu'un habit de campagne. Elles sont obligées, par exemple, il y avait deux filles, une qui a 41 ans, qui est aide-ménagère couchante. Elle a porté le voile en 2001 parce qu'elle est venue à Tunis pour chercher un travail. Et du coup, elle a porté le voile dès son arrivée à Tunis. Et elle continue à le porter parce qu'elle m'a dit, en fait, dans ma famille, je ne porte pas le voile. D'ailleurs, il n'y a pas de personne étrangère qui habite à côté de nous ou qui peut me voir, etc. Je n'étais pas obligée de porter le voile. Par contre, à Tunis, pour des raisons pudiques, elle portait le voile et pour ne pas être agressée et pour aussi encadrer ou calmer les soucis et les angoisses de sa famille. Et il y a une autre qui avait 21 ans, et c'est une serveuse qui vient aussi de la période du pays et qui a porté le voile pour les mêmes motifs. Et elle me disait, elle m'a parlé de son père, comment il la voit. Elle m'a dit, maintenant je suis loin, je peux faire tout ce que je peux, mais malgré ça, je respecte quand même l'honneur de ma famille. Et c'est quel type de voile? Alors, la première, c'est un type de voile très modéré, très pudique et en même temps pas trop dans l'intégrisme ou l'engagement politique, etc. La deuxième, c'est plutôt dans le voile très libéré, très ouvert. Et voilà. Oui. Non, le monsieur avant. Salut Mathieu, elle a déjà parlé. Vous voulez que le monsieur ne peut pas être agressé. Est-ce que ça veut dire que c'est pratique courante si c'est pratique courante qu'une femme dans la rue à Tunis qui ne porte pas le voile puisse être agressée par d'autres personnes? Peut être agressée les femmes. Vous l'avez dit, ne pas être agressée tout à l'heure, apparemment. Est-ce que ça veut dire que ce serait de pratique courante qu'une femme qui ne porte pas le voile puisse être agressée par d'autres femmes ou d'autres hommes, sous un prétexte religieux, politique? Oui, ça dépend des espaces, mais si on est dans l'espace de loisirs ou dans certains espaces de loisirs en plus les espaces de loisirs ils sont un peu conditionnés. L'accès à l'espace de loisirs il est conditionné. Par exemple, en Tunisie, une femme ne peut pas rester tranquillement dans un café mixte pour lire son journal, pour boire un café calmement. Ça paraît un peu... Et c'est pas pour des raisons religieuses.
Le harcèlement sexuel, elle n'ose pas en parler dans les bus. C'est une manière. Moi, j'ai rencontré des filles qui me disent tu n'es pas, pourquoi vous portez le voile, vous n'avez. Quand je discute, elle me dit tu n'es pas une femme, tu ne sais pas ce que arrive à une femme dans un bus. Moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ma voiture pour aller à mon travail tranquillement et avoir la paix. Au moins, j'ai la paix en portant le voile. Donc le voile nous protège. Oui, bien sûr, le voile protège. Oui, bien sûr, le voile protège. C'est une camisole, c'est une force, une camisole. C'est une protection. Oui. Il a plusieurs facettes. Exactement. Il change selon même le lieu qu'on visite ou même les personnes avec qui on partage le même espace ou même la manière de le porter, même le type de communication avec l'autre aussi. Par exemple, les femmes qui portent le voile intégral ou le voile dit châle, ils disent que de cette manière-là, on est épargné d'être embêté par les hommes qui viennent nous saluer ou nous tendre la main, etc. Par contre, les autres, elles sont plus dans l'échange, dans la communication, dans le partage. J'aime bien, c'est l'hymne et après. Et la violence. Voilà, il y a trois demandes. Je suis obligé de gérer. Et la violence, il y a plusieurs types de violences que la femme peut les subir. Et même la violence psychologique, on ne laisse pas une femme tranquille. Elle n'a pas l'habitude même d'accéder librement et d'approprier l'espace. Et en plus, il y a le harcèlement sexuel, il y a le drague, il y a la violence verbale, il y a plusieurs, même physique. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter un petit truc. Étant, vous voyez, il y a quelques années, un voile presque intégral, on va dire, pas coquet, enfin, ça reste très simple, les couleurs très basiques, pas très coquet, on va dire. Ça ne m'a pas du tout protégée. Dans le bus, on faisait des attouchements tout le temps. Dans la rue, on m'a même pris, vraiment, je vais être un peu vulgaire, mais on m'a pris comme ça le sexe, en passant comme ça dans la rue. Un homme m'a regardé et il m'a touché comme ça, j'étais voilée. Donc moi, ça m'a protégée du côté où les garçons ne vont pas venir pour jouer avec moi et puis se marier avec une autre. Ils vont venir taper à la porte de mon père pour demander ma main. Voilà, ça m'a protégée que de ça, mais par contre, les agressions, j'étais en Algérie, après je ne sais pas si c'est pareil, j'étais dans une grande ville, comme Tunis, c'était Annaba. Mais voilà, je voulais juste partager ma petite expérience personnelle. C'est ce que dit le film égyptien, qui s'appelle le bus, le numéro. D'ailleurs, la nièce, c'est en Égypte qu'elle a fini par l'enlever tellement c'était hypocrite. Oui, vous. Justement, je voulais rebondir sur ça en disant que le voile n'était pas forcément un outil de protection parce que ça n'empêchait pas les agressions, les attouchements, des regards. Et je voulais aussi vous demander si dans votre thèse, vous ne développez pas la sphère privée. Parce que j'ai eu l'occasion d'observer des contradictions du port du voile entre le port du voile dans l'espace public et dans l'espace privé. J'ai déjà vu des femmes qui le portaient de manière intégrale, c'est-à-dire avec le miral, etc., les gants, mais dans l'espace privé, même devant des hommes qui leur n'étaient pas interdits en mariage, elles ne le portaient plus. Est-ce que vous développez ça aussi dans ces contradictions-là entre l'espace privé et l'espace public? Je travaillais surtout sur l'espace public, essentiellement l'espace public de loisirs, les différents types d'espaces publics de loisirs, mais bien sûr, le voile, c'est un voile, c'est un habit d'espace public et non pas d'espace privé. Et c'est un habit d'espace public par excellence. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées, la majorité des femmes que j'ai rencontrées dans leur foyer ou chez elles, ne portaient pas le voile, sauf 2 ou 3. Il y avait Salim qui avait demandé, et après je vous donne la parole. Et voilà, je suis obligé
gérer les priorités. Salim, tu Non, veux... moi j'avais une question juste sur l'instruction. Est-ce que votre étude sociologique vous a permis de cartographier l'instruction des femmes qui portent le voile ou pas? Est-ce que selon votre étude, il y a plus de femmes qui portent le voile qui sont instruites ou pas? Voilà, ça c'est ma question. Ok. Est-ce que tu peux prendre les autres questions pour gagner un peu de temps? C'est la même question? Non. Allez. Alors, je réponds rapidement. Alors, je tiens à mentionner aussi que le voile touche les différentes catégories socio-économiques. Il y a des femmes dans les quartiers les plus favorisés, dans la classe moyenne et la classe aisée. Elles sont toutes touchées, où on peut trouver des femmes voilées de différentes, les bourgeoises, tunisoises, riches, etc. La population de base, ou la classe moyenne des Tunisiennes, les avocates, les professeurs, celles qui travaillent dans l'administration, etc. Et la classe ouvrière, ou la classe défavorisée, on trouve pratiquement aussi de plus en plus de femmes qui portent le voile. Alors, tout ce qui concerne, vous m'avez demandé, est-ce que les plus instruites? Alors, malheureusement, les plus instruites, elles sont plus dures parfois. Par exemple, celles qui portent le niqab, elles sont instruites. Mais les études n'épargnent pas ou n'ont pas d'impact sur la manière de voir les choses. Au contraire, il y a des ingénieurs, il y a des étudiantes en droit, il y a des étudiantes en sciences humaines, même, qui sont convaincues de porter le voile, que c'est la meilleure manière de porter le voile, qui est le voile intégral, ou le voile qui est conforme aux normes religieuses. Je pense que les moins instruites sont plus souples, elles sont plus dans la dynamique des habitudes sociales et culturelles des Tunisiens. Monsieur? C'était par rapport au corps, vous avez parlé de corps pour soi, corps pour la société, corps pour Dieu. Et il n'y aurait pas un quatrième corps, le corps pour son mari? C'est le corps social. C'est aussi le corps social, c'est le corps. Un corps pour soi, c'est la manière de voir notre corps, de le vivre, de l'habiter, comment on le voit. Est-ce qu'il est pour nous ou non? Est-ce qu'il est pour moi, c'est mon corps à moi ou non? Et est-ce que je prends j'ai le droit à une partie ou non? Le corps pour la société, bien sûr, le corps social, essentiellement, il est destiné pour un seul homme. C'est pour cette raison qu'on doit le protéger. C'est pour cette raison qu'on doit le couvrir pour que les autres hommes ne le regardent pas, ne le voient pas. On le conserve pour l'homme et pour ne pas séduire les autres hommes parce qu'il est destiné à un seul homme. Et un corps pour Dieu, qu'on le sacrifice, que c'est un don, qu'il faut le protéger et qui peut être témoin contre nous dans la vie éternelle, soi-disant. Oui. Et après, parce qu'elle a demandé à vous. Alors, je pense que vous avez raison d'insister sur le fait que la Tunisie soit un terrain exclusif pour ces questions concernant le corps handicap, parce que dans des pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite, le voile fait l'objet d'une imposition juridique, législative, et ce qui fait que les femmes finalement n'ont pas le choix. Or, en Tunisie, le voile pendant des décennies a été interdit. On a procédé à une véritable chasse aux sorcières en fait, de ces femmes voilées pendant des années. Donc le fait qu'elles le portent finalement, ça nous interroge sur ce choix-là. Les femmes tunisiennes, ce n'était pas finalement dans leur intérêt de le porter sous Bellali ou sous Bourguiba, c'était plus synonyme d'ennui finalement pour elles. Et la question que je voulais vous poser, c'était qu'en est-il finalement de la recherche concernant les raisons historiques et anthropologiques qui pouvaient expliquer ce retour du port populaire dans l'espace public tunisien? Est-ce que finalement le fait qu'il y ait eu à un moment donné une imposition étatique pour la modernité, ce que vous disiez tout à l'heure, n'a pas été finalement
évolué dans le temps et qui se sont peut-être confondus dans des structures sous-jacentes finalement de ces sociétés qui, au final, on en arrive 30 ans, 40 ans après, à ce que les femmes veulent reporter ce foulard de différentes manières, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons anthropologiques et historiques qui peuvent expliquer ces questions et qu'en est-il de la recherche à ce niveau-là? Alors, je pense des recherches anthropologiques ou historiques, non. On n'a pas beaucoup travaillé sur le voile en Tunisie, de point de vue anthropologique du moins, et non pas politique, ça sur d'une part. D'autre part, je pense que la modernisation n'a pas été à rester dans la classe ou juste dans les élites. Bon, l'élite tunisienne qui n'a pas été vraiment intériorisée et assumée par les Tunisiens d'une manière générale. Et en plus, il y a la donne de la globalisation, il y a les chaînes satellitaires, il y a l'Internet, il y a les femmes qui voyagent en Arabie Saoudite, qui amènent quelques idées avec elles, il y a aussi les touristes arabes, musulmanes qui viennent en Tunisie, et les Algériennes, les Libyennes, etc., qui aussi qui offrent un modèle de femmes musulmanes aussi pour les Tunisiennes qui ne sont pas considérées comme des vraies musulmanes. Et je pense que l'impact de la globalisation est très très important par rapport au recours à l'affirmation identitaire et au recours à cette pratique. Parce que tout le temps on est jugé comme une société pas très croyante, on n'est pas considéré comme des musulmans. Donc finalement, la globalisation, alors qu'elle permettait l'uniformisation des modes de vie, a opéré le processus inverse en Tunisie, à savoir un retour finalement à une représentation de normes religieuses, etc. Je pense que dans tous les pays du monde, c'est forcément justement, l'impact, c'est pas seulement la Tunisie, dans tout le monde. Je vous conseille de lire Benjamin Barber, Macworld versus Jihad, qui est traduit actuellement en français, il a été traduit, et où il montre, Jihad pour lui, c'est pas seulement l'islam, c'est toutes les formes de résistance identitaire à cette McDonaldisation du monde. Et il dit, cette résistance à la McDonaldisation du monde, on la trouve aux États-Unis, on la trouve en France, on la trouve en Angleterre, on la trouve chez les musulmans, comme on la trouve chez les chrétiens, comme chez les juifs, comme chez les adeptes d'autres religions. C'est-à-dire, tout phénomène produit l'effet inverse. Cette volonté de homogénéiser, uniformiser et imposer un seul modèle unique a engendré des résistances. Et tu l'abordes beaucoup dans ta thèse, même si tu n'as pas lu Barber. Oui. Alors, dans mon entourage, même personnel et professionnel, j'ai des femmes qui portent le voile et des femmes non voilées. Elles communiquent très bien. Et elles se respectent plus ou moins dans le cadre formel. Et par contre, j'ai remarqué dans mes entretiens, et c'était très très marquant pour moi, le fait que même les femmes voilées, elles se refusent entre elles-mêmes. Chacune se considère comme elle a toute la réalité et toute la vérité absolue, surtout pour celles qui portent le voile intégral, vraiment. Et lorsque je dis voile intégral, pas forcément le voile qui cache le visage entièrement. Le voile intégral, le fait de laisser juste la bouche et les yeux découverts, et de porter un habit très ample, épais, noir, sombre, etc., et qui refusent de communiquer avec les autres. Et il y a même des étudiantes qui le font. Et
et elles se considèrent comme les plus engagées, les plus islamisées ou les plus musulmanes que les autres. Et entre parenthèses, elles se moquent des autres qui se comportent, qui portent le voile dit chic. Elles ne sont pas les vraies. Elles sont plus, elles les considèrent plus hypocrites que celles qui ne le portent pas. Avez-vous rencontré des femmes qui n'étaient pas du tout convaincues d'une obligation religieuse de porter le voile, mais qui le portaient vraiment pour des raisons pratiques seulement, ou parce qu'elles étaient obligées, ou parce qu'elles se sentaient obligées par la pression sociale de le faire? Bon, il y a deux niveaux de discours des femmes interrogées. Il y a le premier discours, le discours de facette, là où on dit que le voile c'est une obligation, c'est notre religion qui nous impose de porter le voile, qu'il faut respecter la religion, qu'il faut penser à long terme, il faut penser à la vie éternelle, etc. Et au cours de l'entretien, j'essaie de toucher un peu partout pour comprendre les raisons subjectives, les raisons réelles du port du voile. Bien sûr, il y a vraiment, et j'insiste sur le fait qu'il y a des raisons, qu'il y a plus de raisons sociales que des raisons religieuses qui se cachent derrière le port du voile. Par exemple, le premier niveau, lorsque je leur pose la question comment vous voyez le voile, c'est une obligation. Et comment vous voyez la femme qui porte le voile, c'est une femme respectueuse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le voile? À un deuxième degré, au cours de l'entretien, la première réponse, c'est la religion, c'est Dieu qui nous a imposé ça. La deuxième réponse, au bout d'une heure ou d'une demi-heure, etc., c'est le respect. C'est le respect. Et ça, vraiment, c'est un terme qui s'est répété à plusieurs reprises, pratiquement dans la majorité des discours des femmes qui portent le voile. Et du coup, on est plus dans le respect des normes sociales. On est femmes, on n'a pas les mêmes potentialités de l'homme, on n'a pas le même devoir d'accéder à l'espace, on n'a pas le même regard sur le corps, etc. Et voilà, je porte le voile. Et voilà, je peux vous raconter par exemple une jeune femme divorcée qui avait 44 ans et qui m'a parlé dans lui, je me sentais mieux, je me sens plus légère, je me sens bien avec mon voile. Ma mère, elle était très très contente pour moi, etc. Et voilà, et puis elle a raconté sa vie, elle m'a raconté un peu sa vie avec son ex, etc. Elle m'a dit, finalement, elle a dit comme ça globalement, j'ai porté le voile pour qu'il accepte qu'on signe un contrat de mariage et finalement il ne l'a pas fait. Excusez-moi, le camp, il ne l'a pas fait, malgré que j'ai porté le voile. Voilà, c'était pour moi. Guy et puis Bada. Oui, moi, c'est simplement pour dire qu'effectivement, dans le port du voile, il y a beaucoup d'aspects différents. Mon expérience, on a été en Algérie assez longtemps. Et bien des. C'était juste après l'indépendance. Donc il y avait une certaine liberté, clairement. Donc les femmes étaient voilées ou pas, dans la rue, au travail. Mais même des collègues de travail qui étaient, qui étaient à l'européenne, disaient, mais chez nous, pratiquement, on a tout un voile. Alors c'est le voile oranais, c'est ces grands draps blancs que vous mettez, hop, et vous cachez ce que vous voulez, et que restez Et elle disait, mais on en a tout parce que même celles qui sont européanisées, souvent chez elles s'habillaient avec les robes traditionnelles, plus vaporeuses, plus c'était un peu. Et si par hasard elle devait sortir rapidement
parce qu'elles avaient oublié d'acheter un truc pour la cuisine. Hop, elles se mettaient le voile, c'était pas de signe religieux, c'était pas de rien du tout, c'était simplement pour ne pas sortir en négligé. Alors après, pour ce qui est du voile qui préserve, c'est aussi le voile qui préserve de l'anonymat, qui garde l'anonymat si on veut draguer en ville. Et ça, les copains de boulot, moi, je vais une femme voilée, ah, dit, toi tu ne peux pas comprendre. Mais nous, on sait celle qu'il faut suivre. Et effectivement, pour les femmes, elles se voilent parce qu'il y a des attitudes, il y a des codes. Bien sûr. Et donc, tout d'un coup, on vit le copain qui a dans son arbre, et la femme, personne ne la reconnaît. Ouais. Alors que si elle est dévoilée, eh ben, tout à fait. Donc, il y a toutes toutes ces contradictions, c'est la contre-norme de l'usage du voile. Voilà. On utilise le voile pour respecter la norme, mais aussi pour la transgresser. Madame? Oui, je pense que dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ce monde-là. C'est un monde d'hypocrites, d'un côté ou de l'autre. Et puis, face à ça, des hommes qui sont agressifs, qui sont faibles par rapport à eux-mêmes, par rapport aux femmes. Et quels sont les mouvements? Est-ce qu'il y a des mouvements de femmes pour dénoncer ces agressivités perpétuelles, qu'elles aient ou non le voile? Qu'est-ce qui est fait au niveau de la société pour faire en sorte que les hommes soient un peu moins agressifs à l'égard des femmes? C'est un peu le crédit où elle travaille, si ça fonctionne. Vas-y, réponds. Je ne prends pas les femmes qui portent le voile, même si elles sont en contradiction entre ce qu'elles disent et leur pratique. Je considère que la société est hypocrite. Je pense que c'est la société qui est hypocrite parce qu'elle n'accepte pas la femme que dans certaines conditions, avec des exigences qui sont plus parfois dramatiques par rapport à l'homme. Et c'est le rapport de genre qui va, à mon avis, qui va changer, que les hommes aussi doivent apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, ou à accepter les femmes telles qu'elles sont, sans qu'elles soient obligées de faire recours à des détournements de la norme, ou à des stratégies plus ou moins d'hypocrisie. Voilà. Parce que le regard, si je circule dans la rue, par exemple, j'essaie d'assumer, personnellement, mon corps et ma situation de femme non voilée, mais en même temps, je suis tout le temps, si je sors le soir, par exemple, et surtout si je suis toute seule, je peux être victime de différents types de violences. Ils peuvent le prendre comme une femme qui n'est pas respectueuse, ou qui peut être abordée facilement, ou qui peut avoir un comportement non conforme aux normes sociales, etc. Elle est prostituée, si je peux le dire. Est-ce qu'il y a des mouvements qui luttent contre ça? Oui, il y a des mouvements, il y a en fait, on est en train de faire un projet sur la violence des femmes, à l'encontre des femmes dans l'espace public, et je fais partie de ce groupe-là. En même temps, il y a des associations qui défendent les droits des femmes et leur accès à l'espace public, et qui imposent d'une manière ou d'une autre leur présence, et qui luttent pour l'égalité des chances et pour la présence, l'égalité surtout et essentiellement de point de vue politique, des droits politiques, etc. Et même des normes sociales ou des traditions sociales. Et je pense que la femme tunisienne a été présente et vraiment très active et militante, non pas
seulement la femme intellectuelle, mais aussi la femme tunisienne de la classe moyenne et de la classe pauvre qui a un niveau d'instruction plus ou moins moyen. Les femmes ont défendu leurs droits pour l'égalité, par exemple, pour le 13 août 2013, etc. Et elles étaient présentes dans les manifestations et les AG et les événements politiques, et elles sont là. Jusque-là, elles ont joué un rôle déterminant dans la résistance au projet islamiste et dans la refonte de la Constitution, le projet de Constitution qui était présenté. S'il n'y avait pas la mobilisation des femmes, entre autres, il y a la société civile en général, mais les femmes étaient énormément présentes. Elles sont très présentes dans la société civile, elles sont très actives dans la société. Est-ce que ce n'est pas justement pour la raison parce que la société tunisienne est moins hypocrite que de nombreuses sociétés? On voit bien ce qui se passe en Égypte. Il suffit de lire El Aswan pour comprendre pourquoi cette société est incapable de faire sa révolution. Donc, dire que la société tunisienne est hypocrite, toute société a un degré d'hypocrisie, mais de ce point de vue-là, la société tunisienne n'a pas trop à se plaindre de la comparaison par rapport à d'autres sociétés. Par rapport à d'autres sociétés, oui, on a assez de... un bon pourcentage. Non, mais c'est des incidences sur le plan politique. Enfin, je c'est des incidences sur le plan politique. Le climat d'une société a des incidences sur le plan politique. Mais vous avez raison de dire que dans toutes les sociétés, il y a des hypocrisies. Dans toutes les sociétés. Qu'est-ce qu'il en est du code de la famille en Tunisie? Qu'est-ce qui est gérable pour le code de la famille et le Coran? Puisque selon les pays, le code de la famille est pris en compte ou n'est pas pris en compte. En Tunisie, il était pris en compte. Où il en est aujourd'hui? Et puis la deuxième question, vous avez parlé d'interprétation du Coran avec la Sourate sur des femmes qui n'arrivaient pas à connaître en fait la Sourate. Et moi, je suis une femme aujourd'hui en Tunisie. Quel est le voile que je dois, pour être une bonne musulmane et être respectée? Quel est le voile? Quel est le modèle de voile? Les religieux aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont dans ces problèmes d'interprétation? Ça doit leur poser un problème, puisque manifestement, moi je mets ce voile-là, vous avez dit à la jeune femme tout à l'heure, ce voile-là, pour certaines, il serait pas bon. Donc comment je fais, moi, femme tunisienne, pour dire, voilà, quel est le voile qu'il faut que je porte pour être une bonne musulmane? C'est le voile, c'est tout, il faut assumer. Donc, là, je trouve au niveau des religieux, puisqu'il y a des interprétations différentes, est-ce qu'il y a des interprétations supérieures? Est-ce qu'il y a des combats dans ces... Mais les religieux aussi, ils ont des interprétations différentes. Et qu'est-ce qu'il en est de ces combats? Alors ça sort un peu, c'est transversal, ça sort un peu... Ça sort un peu, oui, mais bon, ça dépend. Il y a les salafistes qui disent que le voile, le vrai voile, c'est le voile intégral, que la femme doit porter se comporter de telle manière qu'elle n'est pas obligée même de sortir de chez elle, qu'elle doit porter un truc noir, de couvrir son visage, etc. Il y a des imams ou des cheikhs qui disent qu'il suffit de cacher le corps, d'avoir une bonne intention, de ne pas provoquer la séduction, etc. Il y a le voile et le comportement. Oui, bien sûr, il y a le voile et le comportement. Comme disait monsieur, même avec un voile intégral, on peut avoir un comportement provocateur. Mais bien sûr, c'est fait pour ça aussi. Il est fait pour ça, il est inventé pour ça. On est toujours dans la norme et dans la transgression. Les normes sont faites pour les transgresser finalement. Non, mais par rapport à votre question, il y a le code du statut personnel en Tunisie, il m'a rien renvoyé au code du statut personnel en France. Même, je dis aujourd'hui, après la Révolution, on a des acquis plus importants qu'en France, puisque aujourd'hui, la parité dans les institutions représentatives est constitutionnalisée. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la question n'est pas là. Moi, je voudrais donner la réponse de 3 imams par rapport à la question du voile. Il y en a un, il a dit c'est dans le Coran, donc c'est obligatoire. Le deuxième, il a dit
c'est dans le Coran, mais je ne sais pas si c'est un simple conseil, une recommandation, ou si c'est des imams qui parlent, ou si c'est une obligation. Donc moi, j'ai des filles qui le portent et d'autres qui ne le portent pas, et elles sont libres, moi je n'interviens pas. Le troisième, il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il a dit pour moi, le voile a une finalité. C'est préserver la dignité de la femme dans une société où il était difficile de préserver sa dignité autrement que par porter le voile, en revenant à ce qu'on appelle dans l'exégèse coranique aux circonstances de l'avènement de chaque verset coranique. Et quand on revient à ces circonstances, qu'est-ce qu'on découvre? Que les femmes du vivant du prophète, à midi, ville sainte, sortaient le soir dans la rue, se mêlaient aux hommes, et on n'arrivait pas à distinguer celles qui étaient obligées de montrer leurs atours pour faire leur travail avec le commerce caravanier, en rapport avec le commerce caravanier, et les épouses du prophète et de ses compagnons qui se sont venus se plaindre, mais on prend nos femmes pour des prostituées. Donc, le verset coranique relatif au port du voile, au prophète dit à tes épouses et aux épouses du croyant de cacher, de rabattre leur voilure sur leurs atours et de cacher les échancrures de leurs vêtements afin qu'elles soient reconnues, ceci est mieux pour elles. Donc c'était une manière de distinguer, comme dans toutes les sociétés, le voile, il a été imposé aux femmes aristocrates libres, pas pour les esclaves, pas pour les prostituées. Donc c'était pour les distinguer la femme libre, entre guillemets, parce que c'est l'autre qui est libre, finalement c'est pas celle-là, qui est libre, qui ne l'est pas. Donc c'était, il a dit, moi aujourd'hui, qu'est-ce qui préserve la dignité de la femme? C'est une réponse par rapport à l'interdiction du voile à l'école. Qu'est-ce qui préserve la dignité de la femme aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait de porter le voile ou d'aller à l'école et avoir un statut social qui lui permet de préserver sa dignité? Et sa réponse, il a été dit, un imam qui dit ça, pour moi, le voile aujourd'hui, c'est l'école. Il faut aller à l'école, avoir un statut social qui vous permet de préserver votre dignité, c'est plus important que porter un voile qui vous prive d'aller à l'école. Vous voyez, trois imams qui ont chacun son interprétation. Et ça, ce n'est pas propre à l'islam. Les religions. Pourquoi il y a des obédiences et des églises différentes dans les religions? C'est parce qu'il y a des interprétations différentes. Est-ce qu'un Normand interprète la Bible de la même façon que Gaillot? Est-ce que Gaillot il interprète de la même façon que le pape? Est-ce que le pape de la même façon que le Fèvre? Et on peut décliner ça chez les protestants et chez les orthodoxes. C'est la même chose. Les religions sont faites pour être interprétées. Elles n'existent qu'à travers des interprétations. Et pour donner du sens à celui qui les interprète. C'est une manière pour lui de concilier ce qu'il croit avec ce qu'il vit, en fonction des circonstances et des moyens qu'il a. Donc, ce n'est pas propre à l'islam, cette question des interprétations. Il y a des interprétations dans toutes les religions qui ont été à l'origine même des guerres de religion qui étaient principalement des guerres entre les adeptes de la même religion, qui se partagent chacun, s'opposent au nombre d'interprétations différentes. C'est, pour reprendre la formule de Bruno Etienne, feu Bruno Etienne, c'est la normalité de l'islam par rapport aux autres religions. Est-ce qu'on peut arrêter là ou est-ce que vous avez envie de prolonger la discussion avec ça? Oui. Est-ce que je peux proposer une conclusion partielle à partir de l'idée du corps coupable? Finalement, porter le niqab, c'est une érotisation dans une société comme la société tunisienne, équivalente au port de la mini-jupe dans notre société. Érotisation du corps. Sauf que la mini-jupe existe aussi en Tunisie, en même temps qu'elle a existé en France, et que le port du voile peut se retrouver aussi en France, et dans les carnavals, on se cachait, on portait des masques pour les mêmes raisons. C'est universel. Mais j'insiste
que quand même la thèse, la recherche de Khawla n'est pas une recherche en théologie sur le sens religieux, mais sur la pratique du voile et comment celle qui le porte, quel sens elle lui donne. C'est à ce niveau-là et sans jugement de valeur. Merci, Khawla.